Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie de montrer une autre image de Dubaï, celle des francophones qui y vivent et y font bouger les lignes dans tous les domaines. Mon objectif ? Vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également la fondatrice du podcast L'Aléa et créatrice du studio Bailo, mon entreprise qui vous accompagne dans la création de contenu écrit et audio. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à Lo from Paris. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. À très vite! Aujourd'hui, je suis avec Amel, la créatrice de la chaîne YouTube Amel Talks et l'auteur du guide Vivre à Dubaï, du rêve à la réalité. Bonjour Amel. Bonjour Laura. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui sur mon podcast. Tu étais la première personne, je crois, quand je suis arrivée à Dubaï, à qui j'ai demandé, à qui j'ai proposé une interview. Et donc, nous voilà 2 ans après. Ça fait 2 ans déjà ? Non, ça fait un peu moins quand même, rassure-moi. Un peu moins peut-être, ouais, un peu moins. Je suis arrivée il y a 2 ans, mais ça devait être il y a 1 an et demi. Oui, mais, après il y a eu le Covid entre deux. Il y a eu le Covid entre deux, et puis tu as eu tes projets dont on va parler, tes multiples projets. Donc voilà, mais je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc, pour parler de ton parcours, pour parler de ta vision de Dubaï, de tes projets. Et on va tout de suite commencer par une question très simple pour ceux qui ne te connaîtraient pas, j'en doute, pour ceux qui vivent à Dubaï, mais ça peut arriver. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Amel, ça va faire 5 ans bientôt que je vis à Dubaï. J'ai 33 ans, moi je suis arrivée à Dubaï pour chercher du travail et presque 5 ans plus tard, maintenant, aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai lancé une chaîne YouTube pour aider les gens qui veulent s'expatrier ici ou juste venir en vacances. Déjà 5 ans ? Ouais, ça passe trop vite. J'imagine que Dubaï a beaucoup changé en 5 ans ? Énormément. Mais déjà, Dubaï, tous les 3 mois, ça change. Je sais pas si tu vis ici, donc je pense que tu sais, tout va très vite ici. Il y a toujours des nouveaux projets, des nouvelles choses. Après, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont changé aussi avec le Covid. Enfin, je trouve qu'il y a eu un avant et après Dubaï post-Covid. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je viens de dire, mais il y a eu un avant-après Covid à Dubaï. Et il y a beaucoup de gens, je pense aussi, qui sont arrivés à Dubaï après le Covid, là, qui ont eu des prises de conscience et qui sont venus soit en tant que touristes, j'ai l'impression, soit pour y vivre. Enfin, moi, je n'avais jamais vu autant de gens. Enfin, je suis arrivée avant le Covid et je n'ai jamais vu autant de gens, en fait. Je ne sais pas si tu partages cet avis, après le Covid qu'avant le Covid, en fait. Mais même en termes de touristiquement parlant. Complètement. Moi, je viens à Dubaï, je suis venue pour la première fois en 2014, donc je venais déjà en vacances avant de m'installer ici. Et c'est vrai que depuis le Covid, c'est incroyable. Après, je pense qu'il y a l'effet expo aussi qui ramène énormément de monde. Mais le fait qu'il y ait eu le Covid et que Dubaï soit resté ouvert aux touristes, c'est ça qui a fait que de plus en plus de monde en fait, ont été curieux de venir voir Dubaï, en fait, de découvrir. Il y a eu aussi l'effet influenceur de la télé-réalité, donc, qui se sont tous installés ici. Et en fait, vraiment, tout ça a fait que de plus en plus de monde est intéressé par Dubaï. Par Dubaï, c'est clair. De toute façon, on va y revenir. En dernière section de l'interview, on va parler de Dubaï. Mais avant, je ne le fais pas avec tous mes invités, mais j'ai envie avec toi. Toi, aujourd'hui, tu es une personne publique à Dubaï, tu es une personne qu'on connaît. Tu te livres aussi beaucoup sur ta chaîne YouTube, donc je vais essayer de ne pas faire de redites. Mais j'ai envie qu'on connaisse ensemble justement un autre visage de ta personnalité. Et j'ai envie de te demander quel genre d'enfant étais-tu ? Qui était la petite Amel ? C'est une question intéressante. C'est une question, je pense, qu'on ne m'a jamais posée. Alors, qui était la petite Amel ? Je pense que quand j'étais très petite, j'étais une enfant capricieuse. Donc ça, c'est ma maman qui me l'a dit. Je me suis beaucoup assagie avec le temps.
Mais vraiment, ouais, ma mère a des anecdotes très drôles. Un jour, je lui avais dit, il faudrait qu'on fasse une vidéo pour que tu les racontes parce que c'est super drôle. Mais j'étais le genre de sale gosse qui, quand on allait au supermarché, qui faisait une crise si ma maman, elle m'achetait pas la Barbie ou Ah oui. je faisais ça et je l'affichais, je lui tapais la honte. Mais c'est vraiment ça, quand j'avais, je pense, 3-4 ans et avec le temps, je me suis beaucoup assagie. Et après, à l'adolescence, j'étais une élève très studieuse. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir des bonnes notes à l'école, que mes parents soient fiers, etc. Donc voilà, je suis passée de sale gosse à élève studieuse, on va dire. Et ça m'étonne pas que tu dises ça parce que sur tes vidéos, elles sont très travaillées. Donc je pense que tu as encore ce côté un peu perfectionniste, studieux. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu n'as pas perdu ce trait, cette caractéristique. Complètement. Sur n'importe quel sujet que je vais présenter sur mes vidéos, même quand c'est un vlog, je fais toujours des recherches, je vais toujours m'organiser. Il va toujours y avoir une structure dans mes vidéos. Tout ce que je fais, c'est toujours très concis, très synthétique, très analytique. Et je pense que c'est ça, je le garde de mes années à l'école et à l'université. J'ai même voulu être prof à un moment donné. C'était une option parce que mon père est prof aussi. D'accord. Et je pense que je tiens ça de lui. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu et je pense qu'il se ressent beaucoup dans mes vidéos. Et est-ce que tu avais des rêves quand tu étais petite fille ? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ? J'ai su ce que je voulais faire, j'ai pensé savoir ce que je voulais faire. Je pense, vers l'adolescence, j'ai toujours voulu travailler dans le marketing. Ça a toujours été un de mes objectifs, travailler dans le marketing. Et à l'époque, moi, ce que je voulais, c'était avoir une grande carrière de directrice marketing dans une grande entreprise comme L'Oréal ou chez Nike, par exemple. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai connu vraiment ce que c'était le monde du travail, ce que c'était la vie active, j'ai voulu m'éloigner de ça, en fait. D'accord. Et je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça ce que je veux faire. Mais quand j'étais plus jeune aussi, mon objectif, c'était de voyager. C'était de travailler à l'étranger, d'avoir une expérience à l'étranger. J'ai toujours été attirée par la vie à l'étranger. Aujourd'hui, tu veux dire que tu es moins carriériste, ou tu es moins carriériste par rapport à l'entreprise ? Aujourd'hui, je travaille plus en entreprise. Voilà. Donc, en fait, mes expériences en tant que salariée m'ont appris que je n'étais pas faite pour être salariée. Et c'est pour cette raison, en fait, que j'ai décidé de quitter le monde du salariat juste avant le Covid, en fait. Juste avant le Covid, j'ai décidé de me mettre à 100% à mon compte et d'être consultante en marketing digital. Donc, on va dire que j'avais commencé le shift, le changement. Désolée, je fais beaucoup de franglais. Donc, j'avais commencé le changement avec ma chaîne YouTube, avec mon compte Instagram où j'essayais d'avoir des projets personnels. Et quand j'ai commencé à me développer un réseau, etc. Donc là, j'ai décidé de me mettre à mon compte. D'accord. On va parler justement du lancement de cette chaîne YouTube. Avant, j'avais juste une petite question. C'est juste dans quel contexte, justement, tu es arrivée à Dubaï ? Est-ce que c'était pour un job salarié ? Non, pas du tout. Alors moi, je suis arrivée à Dubaï pas les mains dans les poches parce que ma sœur vivait déjà ici. En fait, je vais revenir sur mon parcours. Je suis arrivée à Dubaï, je suis venue à Dubaï pour la première fois en 2014 pour rendre visite à ma sœur qui y vivait, qui venait de s'y installer. Et en fait, quand j'ai découvert ce que c'était la vie à Dubaï, je suis tombée amoureuse. Et en 2014, je me suis dit, mais il faut que je vienne vivre ici un jour parce que vraiment, c'était mon rêve. Et 3 ans plus tard, donc, je suis arrivée à Dubaï en 2017. Donc, j'ai rejoint ma sœur, je vivais chez elle. On vit toujours ensemble aujourd'hui. Mais je me suis installée chez elle et j'ai cherché du travail. Donc je suis venue avec un peu d'économie, bien sûr. Le fait qu'il y avait ma sœur et que du coup, elle était déjà passée par là, elle avait déjà eu des recherches d'emploi, ça m'a beaucoup aidée. Elle connaissait déjà des personnes, elle avait déjà un petit réseau. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée et c'est comme ça que je suis arrivée à Dubaï. D'accord. Et donc tu as trouvé tout de suite un CDI ? J'ai mis 2 mois. Alors la première fois, j'ai trouvé en 2 mois, mais je me suis fait... Donc assez rapide. Assez rapidement. Ouais, très rapidement. Et ça s'est passé très vite. J'ai trouvé ce boulot grâce au FBC, donc le French Business Council.
Et j'ai passé les entretiens et le lendemain, on m'a dit que j'étais prise. Par contre, on m'a aussi licenciée très vite. Ça aussi, ça a été très vite. Ils n'ont pas perdu de temps. Puis c'est à l'anglaise ici, Ouais. j'imagine. C'est un papier sur un post-it sur Exactement. l'ordinateur. J'ai reçu un mail du CEO le jeudi à midi et à 16h, j'étais partie, quoi. Ah ouais. J'avais fait les cartons, j'avais tout fait. Et à ce moment-là, tu n'as pas voulu quitter Dubaï. Tu avais ta sœur, tu voulais retrouver un CDI à Dubaï. Exactement. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était retrouver un emploi. Par contre, ça n'a pas été facile. J'ai mis 7 mois avant de retrouver quelque chose de potable. Parce que bien sûr, en 7 mois, j'ai eu des propositions, j'ai eu des choses. Mais voilà, soit c'était des choses qui n'étaient pas dans mon domaine, soit c'était des trucs où le salaire, c'était juste pas possible. On m'a même proposé un stage non rémunéré, une grande agence de publicité. Donc, 7 mois à retrouver un emploi convenable que j'ai quitté aussi assez vite par la suite. D'accord. Et peut-être que je me trompe, mais justement, moi, j'avais l'impression que c'était pendant ce moment un peu de flottement entre deux jobs que tu as eu l'idée de ta chaîne YouTube. En fait, l'idée de ma chaîne YouTube, je l'ai eue effectivement quand j'ai démissionné de ce boulot. Quand j'ai démissionné, j'ai eu une autre opportunité. Donc, une connaissance à moi, elle lançait sa marque de soins aux Émirats. Et du coup, elle m'a proposé de rejoindre l'équipe, mais avec des horaires flexibles, où je ne devais pas aller au bureau tous les jours, etc. Ce qui me laissait quand même pas mal de flexibilité dans mon emploi du temps. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai eu cette idée de créer cette chaîne YouTube. Donc, j'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à ma famille et ils m'ont tous dit « Mais vas-y, go, lance-toi, c'est une super idée ». Et je l'ai fait parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un manque d'informations pertinentes sur la vie à Dubaï pour aider les gens qui veulent s'expatrier ou juste venir en vacances, juste découvrir la ville. Toutes les informations qu'il y avait à l'époque qui étaient partagées par les médias francophones, c'était toujours la même chose, c'était toujours les mêmes reportages, toujours soit la vie bling bling ou toujours ces reportages sur le droit des hommes aux Émirats. Donc c'était un peu le même disque et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette chaîne justement pour pouvoir donner ma vision de la vie des expatriés aux Émirats. Oui, d'ailleurs je pense que vraiment tu en as aidé plus d'un. Moi, la première chose que j'ai faite quand on a eu l'opportunité à Dubaï, j'ai tapé Dubaï sur YouTube et je suis tombée sur toi. Donc tu es très bien référencée et je pense que c'est parce que tu fais du travail de qualité et ça aide énormément de gens à s'installer à Dubaï et c'est pour ça que tu es une des premières personnes que j'avais sollicitées pour proposer une interview sur mon podcast. Justement, donc, tu as lancé cette chaîne YouTube pendant cette période en 2019 et tu commences d'ailleurs ton livre par cette phrase « Je dédie ce guide à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi. Sans vous, je n'aurais jamais eu l'idée de me lancer sur YouTube et d'écrire ce guide. » Et ce qui m'a interpellée, c'est la formule « toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi ». J'avais envie de savoir quelles étaient ces personnes. Déjà, les personnes, je pense à mon premier boulot, ceux qui m'ont licenciée. Je pense à certains collègues qui ont bitché sur moi, où j'entendais oui, de toute façon, Amel, elle s'est fait licencier parce qu'elle ne sait pas faire son boulot. Ah ouais. Très sympa. Voilà, ou les soi-disant copines, les soi-disant copains. Quand tu leur dis que tu vas lancer une chaîne YouTube qui te regarde avec des gros yeux, mais tu vas raconter quoi parler de Dubaï, ça va intéresser qui Je pense vraiment à tous ces gens-là, tous les gens que j'ai croisés sur mon chemin, qui m'ont rabaissée, qui m'ont pas prise au sérieux. Vraiment, c'était ce guide était vraiment dédié pour ces personnes. Ouais. Et tu penses que c'est spécifique à Dubaï, ces gens qui n'ont pas cru en toi, ou c'était... Non, c'est international. C'est mondial. C'est pas forcément Dubaï, non, ça c'est partout. Bon s'ils achètent ce guide un jour, ils se reconnaîtront. Pourquoi tu as décidé d'investir ce média YouTube plutôt qu'un blog ou plutôt qu'un podcast ou qu'autre chose, tout simplement? Alors, pour 2 raisons. Un blog, j'en avais déjà eu un, donc en 2013, qui était dédié au running et au fitness. Et quand j'ai eu l'idée de revenir en 2019 sur les réseaux sociaux pour parler de la vie d'expatrié à Dubaï, pour moi, un blog, c'était un peu out to date. Enfin, les gens sont plus trop sur Internet aujourd'hui. C'était soit le format vidéo, soit le format Instagram. Mais pour tout ce que j'avais à raconter, j'étais obligée de partir sur un format vidéo. Et la vidéo, quelle plateforme aujourd'hui ? C'est forcément YouTube.
Donc ça, c'est la première raison. Et pourquoi pas un podcast ? Alors moi, le truc, c'est que j'ai un temps d'attention très limité. Et je trouve que le podcast, c'est très long. Ça peut être court, ça dépend des formats. Mais c'est sûr que les interviews, pour le coup, c'est très long. Mais finalement, tu vois, t'aurais pu adapter, tu sais, ta chaîne YouTube à 15 minutes d'explication sur le podcast, tu vois. Enfin, je veux dire... Bien sûr. Après, je pense que des podcasts courts et longs, quoi. En fait, je pense que la vidéo, c'était vraiment le format le plus adapté. Oui. Avoir les images, avoir l'audio. Enfin, t'as tout, en fait. T'as tout qui dans un seul et même format. Et il y a énormément de possibilités en termes de vidéo. Tu peux faire des interviews, tu peux faire des vlogs, tu peux montrer ta vie au quotidien. Tu peux faire du fast cam en expliquant un sujet. Et je trouve que voilà, c'était hyper diversifié. Et c'est pour ça que je pense que la vidéo et donc la chaîne YouTube, c'était le format le plus adapté. Le premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube et de regarder finalement ce qui s'y fait avant les podcasts, même si j'y crois fort pour que ça, ça le soit de plus en plus. Tu t'es formée d'ailleurs pour commencer sur YouTube Alors, quand je me suis lancée sur YouTube, quand j'ai eu l'idée de me lancer sur YouTube, je ne connaissais absolument rien à YouTube. Je n'étais même pas consommatrice de vidéos YouTube. Je suivais même pas de YouTubeurs. Vraiment, je connaissais rien à YouTube. YouTube, j'utilisais pour regarder des clips. Donc j'ai jamais été... En fait, je pense que je suis dans la génération d'entre-deux. Donc j'ai pas grandi avec les youtubeuses beauté. J'étais déjà à l'université quand ça arrivait. Donc je pense que j'étais déjà un peu trop vieille pour ça. Et du coup, je connaissais vraiment rien à YouTube. Et donc quand j'ai eu l'idée de lancer cette chaîne, j'ai passé 3 mois à regarder des vidéos, à explorer YouTube, à comprendre comment YouTube fonctionnait. Et pareil, donc après, il a fallu que je me forme au montage vidéo, au tournage, etc. Donc j'ai regardé énormément de tutos, j'ai regardé énormément ce qui se passait chez les Américains parce qu'ils ont vraiment un temps d'avance sur nous. Et, dans tous les domaines. Hein, non, mais c'est incroyable. Vraiment, les Américains, c'est un truc de ouf. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis formée. C'est vraiment en regardant des vidéos sur YouTube, tout simplement. J'ai appris YouTube simplement en regardant YouTube. Et justement, tout le monde n'arrive pas à avoir autant d'abonnés, tout simplement. Aujourd'hui, ta chaîne compte des milliers d'abonnés. Je pense que tu es une source d'inspiration pour beaucoup à Dubaï et pour ceux qui souhaitent s'installer ici. Est-ce que tu peux nous dévoiler, c'est pas une question forcément facile, mais est-ce que tu peux nous dévoiler la recette du succès selon Amel ? Alors la recette du succès sur YouTube ? Ouais. Franchement, il y a une de manière générale et sur YouTube. De manière générale, sur les réseaux sociaux, il y a une règle et elle est valable partout. Que tu sois sur TikTok, que tu sois sur YouTube, que tu aies un blog ou que tu sois sur Instagram, il y a une règle, c'est poster régulièrement. Ça, je pense que c'est la première règle à respecter, c'est avoir un rythme de publication régulier. C'est très très important parce que si tu veux faire grandir une communauté, si tu veux que les gens te suivent, il faut leur donner envie de te suivre. Il faut qu'ils aient l'impression de suivre une évolution, de faire cette aventure avec toi. Donc, c'est pour ça que poster régulièrement, c'est très, très important. C'est aussi important de... Parfois, on ne peut pas toujours poster régulièrement. Il se passe aussi des trucs dans notre vie personnelle. À moi aussi, parfois, je suis très prise par le boulot et je ne peux pas tout le temps poster. Et ce qui est important de faire aussi pour moi, c'est juste de prévenir la communauté. Bon, je sais, moi, ce que je dis, je promets une vidéo par semaine à ma communauté, mais parfois, je ne peux pas parce que je suis dépassée par mon emploi du temps, par le travail, par certains événements. Donc, je préviens. Je ne vais pas pouvoir poster cette semaine, mais je me rattrape. Et c'est important, en fait, de prévenir les gens, parce que parfois, tu as des influenceurs qui disparaissent comme ça, out of the blue, qui tapent des disparitions pendant 6 mois. Et je trouve que c'est pas cool pour la communauté parce que, après, la communauté, elle s'inquiète. Ils se disent, mais elle est où ? Elle fait quoi ? Et vraiment, moi, j'ai remarqué parfois, je vais pas poster une story pendant 24 heures, donc je vais juste, tu sais, ma story elle est vide, tu peux pas cliquer. Oui. J'ai des abonnés qui vont m'écrire et ils s'inquiètent, ils me disent que tout va bien. Non, c'est juste que en fait je vivais ma vie pendant 24 heures, j'ai pas pensé à poster. Mais oui, c'est pour ça que poster régulièrement c'est important et prévenir sa communauté quand on a envie de faire des breaks, ce qui est tout à fait normal, c'est important aussi. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est cette notion de créer un rendez-vous finalement avec sa communauté et si t'es pas au rendez-vous, de les prévenir. Et ça, moi, j'accompagne des personnes, par exemple, à lancer leur podcast et je leur dis d'avoir une régularité, tu vois, dans la
création, dans le lancement du podcast, toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, mais juste prévenir quand c'est pas possible et avoir cette notion de rendez-vous. Et toi, c'est ça, je crois que tu sors une vidéo tous les dimanches ou tous les lundis. Oui, c'est tous les dimanches, ouais. Et c'est vrai que tu préviens et c'est intéressant. D'ailleurs, sur ta chaîne YouTube et sur ton compte Instagram, et quand on te connaît, on a l'impression que tu as une vie à 100 à l'heure. Est-ce que tu peux nous décrire la journée type d'Amel et nous expliquer comment tu gagnes ta vie et arrives à mener de front tous tes projets et déjà, quels sont tes projets? Parce que tu nous disais que tu étais freelance, que tu avais ta chaîne YouTube. Donc, un peu que tu nous expliques ton quotidien. Alors, mon quotidien, donc oui, effectivement. Donc moi, ce qui me fait vivre aujourd'hui, parce qu'on me pose souvent cette question, comment je gagne ma vie à Dubaï? Moi, ce qui me fait principalement vivre aujourd'hui, c'est le consulting. Donc, c'est avoir des clients que j'accompagne dans la création de contenu sur leurs réseaux sociaux. Actuellement, j'ai un seul client. Donc, en fait, je n'aime pas jongler entre plusieurs clients parce que je pense que c'est important en fait de se dédier, de dédier son temps et son énergie à une marque en fait. Enfin, c'est difficile de diviser en fait ensuite entre tout le monde, surtout que le client a souvent beaucoup d'attentes. Et comme moi j'ai plein de projets aussi à côté, en parallèle, je peux pas jongler plus de 2 clients, j'accepte pas. Donc actuellement j'ai un seul client. Donc c'est très bien, donc ça me permet de vraiment me focus à 100% sur ses besoins. Donc ça c'est ma première source de revenus. Ensuite j'ai ma chaîne YouTube, donc une vidéo par semaine. Donc ma chaîne YouTube est monétisée, mais en termes de revenus c'est pas énorme. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet pour expliquer comment ça fonctionne la monétisation sur YouTube. Beaucoup de gens pensent que les YouTubeurs gagnent énormément d'argent grâce à la monétisation. Mais pas du tout, enfin vraiment c'est pas grand chose. Et ce qui te fait vraiment gagner de l'argent quand tu es youtubeur, ce sont les partenariats. Là par contre, là tu peux vraiment avoir des tarifs intéressants, enfin tu peux facturer à des tarifs intéressants pour les partenariats. Donc ça c'est une autre source de revenus pour moi. Et plus récemment, donc mon guide que j'ai lancé, qui est un peu pour moi la concrétisation de tout mon travail depuis 2 ans sur YouTube avec tout ce que je fais pour aider les gens qui souhaitent s'expatrier. Et voilà, donc ça c'est une nouvelle source de revenus. Si on regarde un petit peu ton guide pour ceux qui nous écoutent, bon, ils n'auront pas la vidéo, mais voilà, il y a 9 chapitres et sur le coût de la vie, travailler à Dubaï, trouver un logement, vie pratique, vie sociale. Enfin, il est super bien fait ton guide. Merci beaucoup. En tout cas, il est bien documenté. J'ai avec des superbes photos. Merci. Avec des interviews aussi. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est exactement ça. Et donc, du coup, voilà un peu mes projets principaux. Je cherche. On a déjà commencé, mais avec ma sœur, on développe aussi notre propre marque. Donc, je sais, tu vas me demander dans quel domaine, mais je ne peux pas t'en dire trop, mais c'est dans la beauté et ça arrivera normalement, si tout se passe bien, courant de l'année prochaine. Waouh. On a trop hâte. Quel est ton plus grand défi aujourd'hui dans ton métier au sens large, dans tout ce que tu fais? Éviter la procrastination. Et je pense que ça, c'est pareil pour tout le monde et je n'y échappe pas. Moi aussi, j'ai des gros moments de procrastination, j'ai des gros moments de perte de motivation, voilà, j'ai cette vidéo à tourner, mais j'ai la flemme, j'irais bien à la plage, à la place. Parce qu'en plus, on vit dans une ville où voilà, il y a... Les loisirs nous appellent. Exactement, on est toujours appelé à droite à gauche, il y a toujours des nouveaux endroits qui ouvrent, des nouvelles activités à faire. Donc ouais, je pense que mon plus grand défi et mon plus grand ennemi, c'est vraiment la procrastination. Et qu'est-ce que tu fais justement pour te motiver, pour te remotiver quand tu sens la procrastination arriver? Alors, parfois, j'avoue que ça m'arrive d'attendre jusqu'à la dernière minute pour faire le truc que j'ai à faire. Ça, je ne vais pas vous le cacher, ça m'arrive. Maintenant, mais je vais toujours le faire. Je ne vais jamais annuler un truc. Je sais que
voilà, parfois j'attends d'avoir vraiment la pression pour pouvoir le faire, mais ce sera toujours fait. Et après, c'est juste parfois de se mettre un coup de pied aux fesses, de se dire que de toute façon, c'est pas en attendant la motivation qu'elle va venir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est en faisant les choses, justement, et en voyant les résultats de ce qu'on fait, en voyant que ça porte ses fruits. C'est comme ça qu'on a la motivation. Et je donne souvent cet exemple avec mon guide. Quand j'ai eu l'idée d'écrire le guide, donc à l'époque, j'avais 2 clients à l'époque, ma chaîne YouTube, donc j'étais quand même assez occupée avec le travail. Mais j'ai eu l'idée d'écrire ce guide et je me suis dit, j'en parle à ma sœur, elle me dit c'est une idée géniale, il faut que tu le fasses tout de suite. Donc je me dis ok, je m'y mets cette semaine. Et ça m'a pris 3 mois avant de me mettre vraiment à l'écriture du guide. Donc entre avoir eu l'idée et être passée à l'action, il m'a quand même fallu 3 mois. Donc j'ai procrastiné, je faisais toujours passer d'autres projets en priorité pour mes clients, pour ma chaîne YouTube. J'avais toujours une excuse. Et à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, mais ça fait 3 mois là. Donc j'ai eu l'idée il y a 3 mois, je fais, c'est pas possible. Là, il faut vraiment que je m'y mette, il faut arrêter de procrastiner. Et du coup, je m'y suis mise. J'avais du coup mes clients, etc. Donc c'est vrai que les 3 premiers mois, je passais du temps dessus, mais j'étais pas à fond. Et après ces 3 premiers mois, là, donc j'avais plus qu'un client. Et là, j'ai dit, bon, là, c'est bon, on arrête et je m'y mets à fond. Et tu l'as écrit en combien de temps en tout ? Et du coup, ça m'a pris 6 mois pour l'écrire. Après, il nous a fallu aussi 2-3 mois pour s'occuper de la mise en page avec le graphiste. Et ça aussi, ça a pris pas mal de temps. Et après, il a fallu refaire toute la mise en page pour la version papier. Donc en fait, en tout, 1 an de boulot, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée, c'était en décembre. Ouais, donc voilà, et à peu près 1 an. C'est ça. Tu parlais de perte de motivation. Aujourd'hui, moi, j'avais envie de savoir comment tu pouvais te sentir par rapport à... Enfin, aujourd'hui, ton métier t'expose. Donc, à partir du moment où on a de l'exposition, on peut être soumis à des commentaires positifs, à des commentaires plus négatifs, à des haters, comme on appelle ça dans le jargon. Toi, comment tu arrives à gérer ces haters quand tu en as ? D'ailleurs, sur Instagram, tu mettais justement il y a quelques semaines qu'il y avait eu des rumeurs sur toi. Et c'est de là que me vient cette question. Comment tu gères cela quand tu en as ? Alors, au début, c'est vrai que la toute première fois que j'en ai eu, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Donc, ça m'a blessée, vraiment, ça m'a blessée parce que, en fait, tu t'attends pas à ça. Quand tu donnes quelque chose de positif aux gens, tu t'attends pas à recevoir du négatif. Donc ouais, la toute première fois, ça m'a vraiment... J'étais waouh, c'est dur en fait, c'est violent YouTube. Et ensuite, c'est une discussion avec ma sœur qui m'a permis d'ouvrir les yeux et qui m'a dit mais en fait, ça c'est rien, va falloir vraiment que tu t'endurcisses et que tu aies la peau dure parce que ça c'est que le début. C'était suite à ma 2e vidéo sur YouTube qui a buzzé, qui a fait, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc elle a fait plus de 600 000 vues. Donc je venais de démarrer. C'est laquelle ? Vivre à Dubaï, avantages et inconvénients. D'accord. Donc je venais de démarrer sur YouTube, vraiment c'était ma 2e vidéo, j'arrive, vague de haine, enfin pas une vague de haine mais j'abuse, c'était pas une vague de haine, mais voilà, des commentaires négatifs et pas très gentils sur ton physique, sur ta façon de parler, sur ta façon de te tenir, enfin c'est vraiment des commentaires un peu sur tout et n'importe quoi. Et du coup, ouais, j'étais vraiment pas préparée et c'est ma sœur qui m'a dit mais en fait, faut que tu te mettes dans la tête que en fait les gens ils veulent que tu te suicides. Donc, ils vont te dire les choses les plus horribles au monde pour que tu te suicides. Et en fait, c'est vrai, les gens sur Internet, ils sont derrière leur écran, ils pensent qu'ils sont anonymes, ils disent des choses, c'est horrible. Jamais personne va te dire ça en face. C'est vraiment des choses qui se passent uniquement sur Internet. Et donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, bon, maintenant, je laisse plus rien m'atteindre. Et du coup, aujourd'hui, j'en rigole. Vraiment, j'adore troller les gens qui m'écrivent. Ça me fait vraiment rire. Les gens qui vont commenter mon physique, etc. Je vais toujours essayer de le retourner à mon avantage et de faire rire ma communauté avec les messages, etc. Oui, et comme on dit, vaut mieux qu'on parle mal de toi que l'indifférence totale. Exactement. Tu vois, non, mais c'est vrai, quand tu fais quelque chose, autant au moins tu suscites des réactions, des émotions et en général
Et d'une manière générale aussi, aujourd'hui, mais alors ça va te concerner, mais ça va aussi concerner la communauté expat. Quand on est dans une communauté francophone expat, tout le monde se connaît, tout le monde parle plus ou moins sur les gens. C'est comme ça, c'est humain. Toi, encore plus, puisque tu es très exposé. Comment tu vis cette exposition ? Est-ce que finalement, tu prends du recul totalement sur ça, ou est-ce que parfois, il peut t'arriver d'avoir des moments où tu en souffres un peu, où tu te dis mince, ou c'est pas un sujet, hein ? Tu peux me répondre que c'est pas un sujet. Honnêtement, c'est pas du tout un sujet. C'est juste, la dernière fois, quand j'avais pas... Vraiment, j'en parle jamais. Hein. Enfin, c'est même pas un truc... Oui. C'est juste parfois, t'as des jours où t'es plus vulnérable que d'autres. T'as des jours où t'as les nerfs à fleur de peau, quand t'as trop de travail, que t'es stressé. Et voilà, ce jour-là où j'ai partagé cette story sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui m'avait mis un commentaire en disant qu'elle m'avait croisée dans un beach club et que j'avais été super hautaine, que je me prenais pour une star et que de toute façon, tout le monde confirmait que j'avais ce comportement à Dubaï dans les groupes Facebook de communautés françaises et que... Enfin bref, voilà, un message pas très sympa. Et du coup, je me suis dit, mais les gens sont fous de balancer ce genre de rumeurs. Et en fait, j'ai partagé ce message surtout pour... En fait, je suis juste... Je trouve ça tellement dommage qu'il y ait un... Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un manque de solidarité dans la communauté française à Dubaï. Vraiment. Je le ressens dans beaucoup de groupes Facebook. Enfin, moi, il y a 2 groupes Facebook avec lesquels je suis très attachée et avec lesquels je travaille très bien et avec lesquels je m'entends très bien. Mais je te dis la vérité, le reste, c'est juste... Il n'y a pas du tout d'entraide. Moi, je me souviens au début de ma chaîne YouTube, quand je demandais de partager mes vidéos dans le groupe, on les acceptait pas parce qu'on voulait pas me faire de pub. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais en fait, alors qu'on est là pour s'entraider, c'est débile de penser comme ça. Parce que moi, si je partage ma vidéo dans le groupe, si je monte, je vais te faire monter aussi. Moi bien aussi, sûr, c'est donnant-donnant. Exactement. Et en fait, tu as des gens qui pensent pas comme ça, qui pensent que tu es là pour leur prendre leur business, pour leur prendre leur partenariat. Alors que, et moi, je pense pas du tout comme ça. Et c'est juste ça que je trouve dommage. Et c'est pour ça que je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, parce que je sais que de toute façon, ces gens me suivent, ces gens qui me critiquent. Ce sont les premiers à me suivre et les premiers à checker mes moindres faits et gestes. Et c'était un petit message pour leur rappeler que c'est dommage, c'est dommage de ne pas s'entraider dans cette communauté. Non, mais t'as raison de dire ça. Moi, c'est vrai qu'il y a un groupe Facebook, tu vois, qui accepte mes podcasts, peut-être 2, 3, mais qu'il y en a plein qui refusent aussi, tu vois, parce que, ou qui me demandent de payer, ou qui me demandent... Voilà, c'est ridicule. Enfin, bon, bref. Pour reparler aussi un petit peu de YouTube, aujourd'hui, tu as plus d'une 50aine de vidéos. Quelle vidéo t'as le plus marqué ou que tu trouves la plus emblématique ? Je pense que c'est la deuxième, celle qui a le plus buzzé, parce que en fait, je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment pas qu'elle ferait autant de vues. C'est quelque chose qui était inattendu. Après, c'est vrai que c'était une vidéo que j'avais quand même beaucoup travaillé. Je me souviens, c'était mes premières vidéos, donc je passais un temps fou sur le montage. Et pour cette vidéo, je m'étais vraiment amusée. Je me souviens, j'avais fait des effets sympas dans cette vidéo. Enfin, je trouve que c'est une de mes vidéos les mieux réalisées. Bon, ma manière de parler dedans, elle n'est pas très naturelle parce que c'était le début. Donc, quand je la revois, moi, je me dis, bon, c'est un peu malaisant. Tu sais, quand tu revois tes débuts, tu te dis, ah, mais je parlais vraiment comme ça. Mais du coup, je pense que c'est vraiment celle qui a été la plus emblématique pour moi. Quel est ton processus créatif lorsque tu conçois une vidéo ? Quelles sont tes inspirations ? De quoi tu pars ? Comment tu travailles ? Alors, comment je travaille ? Moi, je veux faire des sujets qui m'intéressent. Donc, je ne vais jamais aller faire des sujets qui sont mainstream, qu'il faut faire parce que ça fait buzzer. Enfin, tous les sujets, tous les thèmes que j'ai traités sur ma chaîne YouTube, c'est parce que vraiment, j'avais envie de les faire, j'avais envie d'en parler. Donc, il n'y a pas vraiment de stratégie là-dedans, dans les thèmes que je choisis. C'est vraiment le reflet de ma vie. Donc, c'est-à-dire, mes thèmes sur ma chaîne YouTube, c'est Dubaï, c'est le marketing digital, c'est le sport, parce que j'adore faire du sport aussi. C'est ma vie personnelle, c'est parler de ma vie de célibataire, de ma vie perso, de mes activités à Dubaï. Donc en fait, ma chaîne YouTube, c'est vraiment ma vie. C'est à 100% le reflet de ma vie. Et comment ça se passe, donc le processus de création ? Donc j'ai une idée de vidéo.
En général, j'en parle à ma sœur. À chaque fois que j'ai une idée de vidéo, je lui en parle. Je dis qu'est-ce que t'en penses? C'est bien d'avoir quelqu'un qui est là pour valider ce que tu fais ou te dire non, t'es complètement à côté de la plaque, ne fais pas ça. Et du coup, ma sœur, elle m'aide beaucoup par rapport à ça. Et donc, j'ai l'idée et ensuite, je fais des recherches par rapport à ça, voir s'il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur le sujet, voir chez les Américains, etc. Et ensuite, je rédige un script. Donc, j'ai mes vidéos qui sont scriptées. Donc, je mets les idées principales, je construis la vidéo, etc. Ensuite, je la tourne et je la monte. Et ça te prend combien de temps, tout, mis bout à bout? 2 jours de travail. 2 jours de travail. Pour une Donc vidéo. ça va, c'est assez rapide. Enfin, Bon, on pourrait imaginer plus. Oui, on pourrait, Oui, on pourrait mais imaginer en fait, il y a plus, des gens qui mais- pourraient aussi imaginer moins. Ouais. Ils vont se dire qu'en fait, une Moi vidéo... qui sais un peu tout le travail Ouais. que c'est, ça me paraît Parce quand que même... toi, tu sais, tu fais des podcasts. Oui. Mais en fait, pour quelqu'un qui voit une vidéo de 10 minutes, Mm. il va se dire, ça t'a pris 2 heures à la faire. Ah ouais, non. Mais non, Oui, pas clairement. du tout. Avant de parler un peu d'influence et après de ta vie à Dubaï et de tes conseils, est-ce que tu peux aujourd'hui me citer une grande victoire et un échec dans ton activité entrepreneuriale de manière générale? Une grande victoire depuis que je suis à mon compte. Oui. Une grande victoire, c'est mon guide. Vraiment, je pense que c'est... Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment la concrétisation de 2 ans de travail sur YouTube. Et honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai sorti, si les gens allaient l'acheter, si les gens allaient trouver ça trop cher. Enfin, vraiment, je savais pas du tout quoi penser. Et au final, j'en ai vendu énormément en version numérique. Et du coup, c'est pour ça que c'est grâce à ça que j'ai pu lancer la version papier, parce que du coup, j'ai eu des bénéfices et j'ai décidé de les réinvestir pour pouvoir offrir pour pouvoir proposer une version papier. Et pour moi, ouais, ça a vraiment été une grande victoire parce que j'avais pas vraiment d'expectation par rapport à ça. Et au final, ça a très très bien marché. Et c'est surtout les retours que j'ai eu des gens. Pour moi, c'est ma plus grande victoire de voir que ça aide vraiment les gens. En fait, d'avoir ces gens qui m'écrivent, qui me disent mais merci pour ton guide, ça m'a tellement aidé. Ouais, voilà. Donc, mon guide, ma grande victoire, je dirais, et un échec dans l'entrepreneuriat depuis. Je t'avoue que j'en ai pas encore connu qui m'ont marqué. Enfin, j'en ai pas encore connu. Un petit peu. mais bon, j'en ai connu beaucoup avant en tant que salarié. J'en ai vraiment connu beaucoup avant que je me lance. Mais c'est vrai que les étoiles s'alignent depuis que tu es à ton compte plus. Voilà, c'est ça. T'as l'impression... Après, il y a des hauts et des bas. Attention, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que moi, à la fin du mois, j'ai pas un salaire qui tombe. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'aller... Investissement. Parce qu'il faut aller chercher l'argent, en fait. Bien parce sûr. que c'est pas en restant assise que ça va venir. Et, aujourd'hui, ton client fixe, il est à Dubaï ou il est en France? il est à Dubaï. Il est à Dubaï. Mais il te rémunère pas pour un salaire. J'ai un contrat, en fait. J'ai un package. Donc, j'ai un package mensuel. Mais demain, je perds ce client. Voilà. Je perds cet T'es argent. à nu, quoi. En fait, il n'y a pas de... Quand tu es à ton compte, tu as un peu une épée Damoclès sur la tête. Tu sais, tu as un petit stress quand même parce que, comme je t'ai dit, tu n'as pas de rentrée fixe. Donc, demain, tes clients te lâchent, tu n'as plus de rentrée d'argent. Tu fais moins de vues sur YouTube, tu as moins de partenariats. Donc ouais, ça a beaucoup d'avantages d'être à son compte, mais ça a aussi des inconvénients. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Si on ne sait pas gérer le stress par rapport aux revenus, c'est clair que ce n'est pas quelque chose que je conseille. Ah, complètement. Je te rejoins, je suis à mon compte et je peux pas te dire l'inverse. Si on parle un petit peu d'influence, il y a clairement un appel d'air avec la pandémie du Covid. Il y en a beaucoup qui sont arrivés, c'est ce qu'on disait au début de l'interview. Toi qui t'es lancée ici, quelle est ta perception de ce phénomène ? Par rapport aux gens qui arrivent, les influenceurs qui arrivent à Dubaï. Par rapport aux influenceurs, tu dis. Oui, par rapport aux influenceurs. Ma perception, franchement, je les comprends totalement. Je comprends leur point de vue, pourquoi ils viennent ici. Ce sont souvent des gens qui sont entrepreneurs. Donc, au-delà d'être influenceurs, ce sont souvent des gens qui ont leur propre marque, qui ont lancé de nouveaux projets.
Donc forcément, d'un point de vue fiscal, venir à Dubaï, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant parce que moins de taxes, moins d'impôts. Je le comprends aussi par rapport à leur lifestyle, d'avoir besoin de publier du contenu qui est instagrammable, qui fait rêver. Et Dubaï, pour ça s'y prête beaucoup. Et ensuite, pour la sécurité surtout, je pense, parce qu'on entend beaucoup d'histoires, enfin, moins parce que maintenant ils vivent tous ici, mais ces influenceurs qui se font cambrioler, qui se font harceler, qui se font agresser. Vraiment, enfin, il y a même des influenceuses, blogueuses, j'ai entendu des histoires, qui se font voler leur montre dans la rue, voler leur sac, etc. Et forcément, venir ici, ça leur offre une sécurité, ça leur offre aussi un nouveau cadre de vie pour leurs enfants, parce que la plupart ont des enfants aussi maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose que je comprends totalement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France, t'as forcément les haters qui vont dire ils fuient les impôts, machin, ils font leur beurre en France et ils fuient aux Émirats, pays qui respectent pas les droits de l'homme, blablabla, blablabla. Bon, on connaît la chanson. mais moi, je les comprends totalement. Sans être... Enfin, voilà, moi, je suis venue ici, j'étais pas influenceuse, j'étais pas youtubeuse et j'avais été attirée par ce cadre de vie. Donc, c'est tout à fait normal qu'eux aussi ils soient attirés. Est-ce que, selon toi, il y a des spécificités entre l'influence aux Émirats et en France ? Ou tu sais pas forcément ? Par rapport à quoi ? Par rapport au métier, par rapport à l'influence, au marché de l'influence ? Alors, par rapport aux influenceurs arabes, oui. Le marché des influenceurs arabes ici ne fonctionne pas vraiment de la même manière qu'en France. Donc déjà, ici, les tarifs des influenceurs arabes, c'est juste une blague. c'est vraiment c'est hors de prix. C'est vraiment les grosses marques qui peuvent se permettre de travailler avec eux. Et c'est un petit marché aussi, au final. C'est pas un gros marché, le marché des influenceurs ici. En fait, tu fais très vite le tour. Et aussi parce que je travaille dans ce domaine et je connais beaucoup de gens qui ont travaillé avec des influenceurs ici. La plupart ne sont pas rentables. Donc la plupart, tu fais un placement, c'est pour de la visibilité, c'est pas pour de la conversion. Il y en a beaucoup aussi qui achètent leurs followers. Oui, il y en a même énormément. J'ai remarqué, c'est hallucinant. Ouais. Mais de toute façon, il y en a beaucoup. Enfin, la plupart mais je vois pas achètent. L'intérêt, en fait. Enfin, je n'arrive pas à comprendre. L'intérêt, c'est tout simplement... oui, parce que les marques Les marques, elles ne vérifient pas ici, alors qu'en France, elles vérifient tout. Même en France, elles vérifient pas... de plus en plus, quand même. De toute façon, c'est simple. La marque va faire un placement. Si elle voit qu'elle a zéro retour derrière, elle ne retravaillera pas. Mais tu en as beaucoup, du coup, qui font du one-shot, qui essaient d'avoir le plus de partenariats possible, de prendre le plus d'argent possible. Oui, c'est une stratégie. Ouais. Quels sont tes objectifs pour 2022 à long terme ? Tu m'as parlé du lancement de ta marque. Est-ce que tu en as d'autres ? C'est le lancement de ma marque, j'ai du mal à parler, je vais la refaire. Le lancement de ma marque, c'est vraiment l'objectif sur lequel j'ai envie de me concentrer en 2022. Avoir ma propre marque, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu, vraiment. Et il faut de l'argent pour pouvoir lancer une marque. Donc, c'est pour ça que voilà, je voulais bien faire les choses. Bien sûr, tu peux lancer en te débrouillant, etc. Mais j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Donc, je lancerai vraiment quand je serai satisfaite du produit, du packaging, de ce qu'on a fait, de l'univers de marque, etc. Donc, voilà, ça, c'est vraiment mon objectif en 2022. Est-ce que tu peux nous donner un indice ? C'est dans la beauté. C'est quelque chose qui te... C'est trop vaste. Qui va comment dire, tu vois, encore une fois, j'allais dire le mot en anglais, mais je connais même pas la traduction en français, mais en fait, c'est à enhance your beauty. Tu vois, ça... ravive ta beauté. D'accord, on suivra ça avec attention. Je vais finir par des petites questions sur Dubaï. Si tu devais décrire Dubaï en 3 mots, et pourquoi ? Enfin, quels mots et pourquoi ces mots-là ? Unique, donc je dois expliquer. Oui. Unique parce qu'il n'y a aucune ville dans le monde qui ressemble à Dubaï. J'ai beaucoup voyagé et vraiment pour moi, Dubaï, c'est unique. Enfin, même en termes d'architecture,
as une ville qui est entre la mer et le désert, des grands buildings qui te rappellent un peu Hong Kong ou New York. Enfin, c'est complètement unique. Deuxième mot, je dirais opportunité. C'est une ville qui est pleine d'opportunités quand on sait où chercher. Donc, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu peux pas attendre que les choses viennent à toi ou que la motivation vienne à toi. C'est pareil pour les opportunités. Ça va pas venir à toi et te tomber dans le bec tout cuit. Il va falloir aussi que tu donnes un peu de ta personne. Et Dubaï, pour ça, c'est une ville... Quand on sait où chercher, c'est une ville vraiment qui est pleine d'opportunités. Et le troisième mot, alors j'ai dit unique, opportunité. Rencontre ou exaltation ou... C'est vrai que c'est dur. Tu vois, ça, c'était peut-être la question. La question. J'aurais dû la préparer avant celle-là. Alors, ok. Et le troisième mot, je dirais imprévisible. C'est une ville en fait où tu ne peux rien prédire, tu ne peux rien prévoir. Oui, tout change tout le temps, les lois, enfin tout évolue très très vite et ils nous surprennent constamment. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais me citer un souvenir marquant à Dubaï, dans tous les domaines, du domaine que tu souhaites? Un souvenir marquant? D'avoir été licenciée, ça m'a vraiment marqué. En fait, vraiment, je pense que, tu vois, ça a été l'événement perturbateur dans ma vie qui a fait que... qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui, tu vois. Ça a été vraiment le début de toute de toute mon évolution, de ma manière de penser, etc. Et c'est vrai que le jour où j'ai été licenciée, le reste, je changerai rien, tu vois. Donc j'ai connu beaucoup de galères, mais je changerai absolument rien parce que, encore une fois, si j'avais pas vécu ça, je serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Dubaï partout avec l'Expo. Il y avait d'ailleurs Macron il y a quelques jours à l'Expo. Est-ce que, à ton avis, Dubaï bénéficie d'un effet de mode ou c'est une tendance de fond? Dubaï va rester, va perdurer, va continuer son expansion? Déjà, il y a 20 ans, les haters de Dubaï disaient déjà que Dubaï, ça ne durerait pas. 20 ans plus tard, on est encore là. Et pour moi, non, c'est pas une tendance. Dubaï est là pour rester. Je sais pas si tu as entendu la dernière nouvelle. Si, tu as dû l'entendre parce que tout le monde ne parle que de ça sur les réseaux sociaux. Mais là, déjà, les week-ends vont shifter au samedi, dimanche pour se caler avec l'international. Et ils font de plus en plus de choses pour attirer de plus en plus d'investisseurs, pour attirer de plus en plus d'étrangers à vivre ici. Et c'est que le début. Vraiment, c'est que le début. Donc... pour moi, Dubaï, c'est pas une tendance et ils sont vraiment là pour rester. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, tu vois, que le changement de week-end, c'était pour s'adapter à l'international, mais oui, bien sûr. Oui, tout simplement, c'est pour attirer plus de... Tu sais, pour même dans la finance, les marchés financiers, les jours off, c'est le samedi, dimanche, tu vois. Donc, ils sont obligés de s'adapter. S'ils veulent vraiment passer à la vitesse supérieure, ils sont obligés de s'adapter. Tout à fait. Et justement, tu en parlais tout à l'heure, ça m'a fait penser à l'événement Rise Immersion que ta sœur organise, je crois. C'est ta sœur oui, elle fait partie de l'organisation. L'organisation. Tu étais interrogée sur la vie à Dubaï. J'ai vu une petite vidéo tournée de toi sur les réseaux sociaux. Et tu parlais de la précarité à Dubaï et qu'ici, on n'est jamais sûr du temps que l'on va pouvoir rester. Et je trouve que c'est tellement vrai. Ici, tout peut s'écrouler finalement. Bien sûr. En fait. Et t'es pas chez toi. Dubaï te rappelle aussi que t'es pas chez toi. T'as pas d'aide, t'as pas de voilà. Et est-ce que tu peux m'en dire plus justement sur ce que tu as voulu dire sur ça pour moi, la précarité, c'est le principal inconvénient de la vie à Dubaï. C'est que on peut pas se projeter à long terme ici parce que déjà, on est rattaché à notre visa, donc, qui est un visa de court terme qu'il faut renouveler tous les 2 ou 3 ans. Donc, comme tu disais, on n'est pas chez nous au final. Demain, on peut nous dire, tous les Français, vous rentrez chez vous et on devra rentrer chez nous. Donc, tu as une certaine précarité qui fait que c'est difficile de se projeter à long terme. Je ne sais pas te dire si dans 5 ans, 10 ans, je serai toujours là parce que même si j'adorerais rester ici,
On ne sait pas ce qui On peut peut se pas passer. savoir, Tu c'est peux ça. pas savoir. Et tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Dubaï est une ville imprévisible. Voilà, Donc, c'est exactement, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Donc justement, ça c'est fait le lien avec ma dernière question. Est-ce que si Dubaï t'autorise à rester, tu resteras toute ta vie, ou est-ce que tu te vois partir un jour ailleurs ou rentrer en France? Tu es de Lille, je crois. Alors, moi, j'aimerais bien avoir un pied-à-terre ici. Toujours avoir un pied-à-terre, avoir une attache à Dubaï, ça complètement. J'aimerais bien acheter un appartement ici. Rentrer en France, honnêtement, pour le moment, non. C'est pas du tout dans mes projets. Maintenant, je suis pas fermée à aller dans un autre pays. Ça dépendra vraiment des opportunités. Et ça dépendra de la qualité de vie que le pays peut m'offrir. En fait, actuellement à Dubaï, j'ai une très très bonne qualité de vie sans être millionnaire en fait, en gagnant juste ma vie correctement. J'ai une très bonne qualité de vie que je ne pourrais pas, par exemple, avoir cette qualité de vie si je rentrais en France. Et pareil, si je vais dans une ville comme Londres. Donc, je suis OK pour pourquoi pas m'en aller un jour, mais voilà. Il faudra que ce soit quelque chose d'équivalent et qui m'offre du soleil, des activités et des choses sympas à faire toute l'année. Ouais, c'est dur de partir de Dubaï, je Ouais. pense. Clairement. Merci beaucoup, Amel. Merci à toi, Laura. Vous venez d'écouter Histoire de Dubaï. Merci beaucoup et à tout de suite sur les comptes Instagram Low From Paris et Histoire de Dubaï _podcast pour découvrir les coulisses de l'épisode.